Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir avec Nathalie et Sabine de vous présenter les nouvelles fonctionnalités qui vont être livrées dans le RP Cloud là, pour la 21B. Donc Sabine Grosdidier, côté OFO, qui nous accompagne pour la préparation de ces webinaires. Nathalie qui se présentera d'Oracle, qui a fait un super travail pour vous dénicher toutes ces informations. Et puis moi-même, donc je suis en charge au sein de l'OFO, de la communauté finance cloud, et donc j'anime avec Sabine et Nathalie ces webinaires. Et donc je vais passer la parole à Nathalie qui va débuter sa présentation. Alors, bonjour à tous. Est-ce qu'on peut faire rapidement un tour de table? Oui, j'avais mis le nom des inscrits, mais je ne vois pas les noms des présents là, vu que je suis en présentation. En mode presse, je n'arrive pas à voir qui est là. Alors, je vais... Allez-y, prenez la parole, n'hésitez pas. Je pense que vous avez la possibilité de mettre le son. Si vous ne l'avez pas, dites-le moi. Oui, bonjour, Denis Michel, vous m'entendez? Oui, très bien. Responsable du pôle finance à la DSI de la Mutuelle Générale. Bonjour, Marie-Lise Romano, chef de projet fonctionnel à la CIPAV. Bonjour. Ensuite. Je vais y aller. Moi, Olivier Poisson, je suis Enterprise Architect chez Michelin sur les domaines finance, achat, ERP. D'accord. Benaïs Ramzi, consultant IT Mutuelle Générale. D'accord. Alors, comme on n'est pas nombreux ce matin, vraiment, plutôt que d'écrire vos questions comme on le fait souvent dans le chat, n'hésitez pas à intervenir et poser vos questions en direct. Hein. OK ? Ok, donc voilà. Donc l'objectif, c'est de présenter les nouveautés. Alors, on va aller vraiment. La dernière fois, j'avais fait une présentation de ce qu'allait arriver d'un point de vue général, vraiment très high level. Dans les prochaines releases. Là, le focus, c'est plutôt d'aller regarder ce qui arrive, les modifications qui ont été faites, les nouvelles fonctionnalités qui ont été livrées sur la 21B. Donc, la 21B, c'est la version du deuxième trimestre qui va commencer à être livrée ou qui a commencé à être livrée pour test là début avril à certains des clients et donc qui va être installé courant du deuxième trimestre. Donc, le focus, c'est la finance et j'ai fait un peu de procurement puisqu'il y a quelques changements sur procurement et j'avais vu que notamment LMG était là et vous avez cette partie-là. Première partie, grande nouvelle. Alors, on l'attendait depuis 1 an, voire même un peu plus d'1 an. C'était la certification au Portugal. Ça y est, nous avons passé la certification. Alors, c'est une soutenance en fait où on doit démontrer les fonctionnalités de l'ERP Cloud au gouvernement portugais, à une équipe, pour s'assurer de la conformité des fonctionnalités de facturation. Alors, c'est vrai que cette certification, c'est pour le billing, c'est pour la facturation dont on en a besoin. Mais du coup, finalement, tous les clients qui veulent installer ERP Cloud au Portugal, ils n'ont pas tous un système externe pour faire la facturation. Donc, du coup, voilà. Donc là, on a cette certification qui nécessite donc des identifiants, d'avoir des identifiants sécurisés, des mots de passe, des profils utilisateurs, donc est configurable. On a eu à démontrer cette partie-là. Une piste d'audit complète de la saisie et des mises à jour des transactions, hein, y compris avec des normes à respecter sur le séquençage des documents. L'ajout d'informations sur les documents de facturation et d'expédition pour être conforme aux exigences légales, donc sur la partie shipping et sur la partie billing. Une signature cryptée pour les factures et les documents d'expédition et un fichier d'audit standard portugais pour la taxe, le SAFT PT.
Donc voilà, du coup, cette certification, ça y est, on devait la passer, mais il y a eu le premier confinement. On l'avait passée une fois, on s'était fait recaler, hein, on va être transparent. Ils nous avaient demandé quelques petites modifications. La deuxième soutenance devait avoir lieu en mars de l'année dernière et ça a été annulé avec le confinement. Et là, ça y est, ça vient de passer. Donc c'est livré, c'est bon, on a le cachet, on peut aller déployer sur des entités portugaises. Un deuxième, donc après, je vais décliner module par module. La partie Advanced Collection, ils ont fait évoluer. Alors, j'ai laissé les titres des fonctionnalités en anglais de manière à ce que vous puissiez faire un search sur les release content, les documents qui sont en ligne si vous voulez avoir de l'information sur la manière dont il faut le paramétrer ou l'activer. Dans Advanced Collection, donc on a la capacité d'envoyer des lettres de relance par email avec un contenu de texte enrichi. Donc maintenant, les utilisateurs vont pouvoir appliquer à chaque template standard, voire à leur propre template, un mail en lien avec la lettre de relance sur lequel ils vont pouvoir faire voilà, un mail avec insérer un logo, insérer des hyperliens, modifier la taille, la police des caractères. Donc, paramétrer tout ce corps de l'email à partir du setup de livraison, enfin, on va dire de définition des dunning letters. Donc ça, c'est quelque chose qui commence à être élargi. On verra aussi sur la partie fournisseur tout à l'heure. Sur les IMO, alors sur les IMO, il y a une fonctionnalité qui manquait cruellement, c'était lorsqu'on faisait de l'import de fichiers d'immobilisation, c'était lorsqu'il y avait le transfert entre les factures fournisseurs vers le asset management, on n'avait pas cette possibilité de récupérer le lieu d'emplacement de l'immobilisation. C'est-à-dire que maintenant, dans cette feuille, donc vous voyez, ça c'est la feuille ADFDI, c'est la feuille FBDI, pardon, donc le spreadsheet qui permet d'aller traiter en masse les créations d'IMO dans Asset Management en provenance de Payables. Donc cette feuille, elle est pré-remplie. Hein, quand vous l'ouvrez, elle est pré-remplie avec tout ce qui doit passer en immobilisation, qui a été coché en immobilisation dans la partie Payables. Et du coup, le lieu HR location, donc le lieu de livraison, a été repris de la facture fournisseur, mais surtout, il y a un mapping qui est fait entre ce lieu de livraison et le lieu de stockage de l'immobilisation. Donc, vous allez pouvoir définir dans la feuille des mappings de localisation sur les immobilisations pour aller pré-remplir automatiquement la fiche d'actifs, ce qui évite du coup d'aller saisir manuellement cet emplacement directement dans la fiche d'IMO et de le retraiter a posteriori. Je sais que ça avait été demandé par TDF qui traite énormément de volume d'immobilisation dans ERP Cloud et donc voilà, c'est livré. Ensuite, il y a une fonctionnalité, alors je ne sais pas si vous en avez besoin, mais c'est d'ajouter directement des actifs dans un livre, dans le tax book, hein, le livre de taxes, en utilisant donc un bouton « Ajouter un actif à la spreadsheet ». Donc ça, ce n'était pas possible d'ajouter manuellement des assets, de modifier manuellement des assets. Donc maintenant, on peut le faire, mais par contre, c'est uniquement pour le livre fiscal, on va dire, et pas pour le livre comptable. Derrière, sur le contrôle budgétaire. Sur le contrôle budgétaire, ils ont livré des spreadsheets. Dans les spreadsheets, deux catégories maintenant. Parce que lorsqu'on importait les balances budgétaires, les montants budgétaires pour faire du contrôle budgétaire dans le ERP Cloud, on n'avait pas cette notion de classification de budget initial et de révision. Donc, on incrémentait en fait le budget lorsqu'on rechargeait des montants budgétaires avec la spreadsheet. Maintenant, il y a cette notion où on sépare bien le budget initialement importé des révisions de budget qu'on va importer et pour faire de la réévaluation de budget au cours de l'eau. Donc, ça, c'est l'import. Et ensuite, ils ont rajouté une autre fonctionnalité maintenant. C'est lorsqu'il y a un message d'erreur pour des fonds insuffisants,
les messages d'erreur, lorsqu'elles bloquent ou lorsqu'on veut aller reconsulter la commande à un moment donné ou la demande d'achat, on peut réaccéder de nouveau au message, de rejet en fait, de réservation de fonds et d'engagement budgétaire avec le détail du message pourquoi il y a un problème. Donc, ils ont enrichi tout le message qui est consultable à partir du contrôle budgétaire. Et ça, même lorsque c'est surtout quand on veut fermer une commande ou qu'on veut réouvrir une commande, là, on a toutes les raisons qui ont bloqué et on a le détail en message texte. Alors, je ne suis pas très tech. Je pense que voilà, il y a Denis est là, Denis Michel est là ou Olivier Poisson. Je pense que vous allez pouvoir peut-être me sauver sur ce point. Donc, le format de récupération des fichiers bancaires, c'était donc uniquement du SFTP qui était pris en charge pour cette partie récupération des fichiers bancaires. Maintenant, on a mis à disposition un protocole Universal Content Management qui permet d'améliorer l'intégration des fichiers bancaires et surtout d'aller pouvoir télécharger plusieurs fichiers bancaires en même temps au lieu de le faire pour chaque fichier un par un. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, Denis et Olivier, si c'est quelque chose dont vous êtes familier. Côté mutuelle générale, non. De toute façon, on envoie tout à Kyriba et c'est Kyriba qui se charge de faire les transferts de fichiers vers la banque après. D'accord. C'est un protocole, Nathalie, qui est standard, c'est un nouveau protocole ou... C'est un protocole UCM qui, pour moi, est un protocole plutôt Oracle, puisque Universal Content Management, c'est pour moi un de nos outils, mais je ne suis pas certaine. C'est pour ça que, voilà, il y a du détail un peu technique dans la documentation que je n'ai pas, pour vous avouer que je n'ai pas vraiment analysé jusqu'au bout, puisque... Okay. Moi, je suis plutôt très fonctionnelle, donc la partie tech, j'ai un peu... Mais bon, si vous avez des questions, je peux me retourner vers des personnes en interne sur ce point-là. Après, l'idée, c'est de vous présenter ces fonctionnalités. Vous m'envoyez vos questions, vous avez tous mon contact, mon nom, mon adresse mail. Vous m'envoyez les questions, moi, je corresponds avec le dev derrière pour vous récupérer les informations complémentaires. D'accord, c'est Marie-Lise. Moi, je vais peut-être, je vais voir avec notre TMA, mais je serais peut-être intéressée parce qu'on est en train de mettre en place l'intégration des relevés bancaires et justement, on a vu qu'on était obligé de le faire fichier par fichier. On pouvait pas mettre plusieurs fichiers. Voilà, mais du coup, revenez vers moi, Marie-Lise. Alors, on ne se connaît pas, on ne s'est pas encore, on s'est jamais rencontré sur le CIPAF. Par contre, revenez vers moi si vous avez des questions. En tous les cas, dans la documentation, vous avez un certain nombre d'informations et des liens. Je vous ai mis les liens à la fin sur la documentation complète et vous avez des liens vers le support pour vous expliquer comment l'activer, comment le mettre en œuvre. Mais voilà, vous n'hésitez pas si vous avez des questions un peu plus précises et que vous souhaitez que je contacte le dev sur ce sujet-là. D'accord, je vais voir. Peut-être que notre TMA saura répondre. Merci en tout cas. Et nous, chez Michelin, on faisait tout en MT 940 depuis les banques et depuis quelque temps, on a une pression des banques pour aller vers de nouveaux formats. Ce que je comprends, c'est que l'UCM, ça permet d'intégrer ces différents formats. D'accord, ok. Oui, après c'est vrai que l'histoire des formats aussi, c'est un sujet sur les formats bancaires. On a effectivement cette capacité. Normalement, on gère tous les formats maintenant dans RP Cloud aussi également. Mais après, voilà, c'est le protocole pour les importer. Donc, je sais que ça, normalement, Olivier, le MT 940, c'est terminé, non ? C'est terminé, c'est plus au goût du jour, mais c'est ce qui tourne au quotidien. Hein. C'est ce qui tourne toujours, oui. Ouais. Okay. Donc voilà. Merci pour votre support sur ce point-là. Alors, grande nouvelle, voilà, les assistants digitaux pour les notes de frais. Donc, Oracle a mis en place
la capacité à se connecter à Microsoft Teams, donc des connecteurs avec Microsoft Teams pour le Digital Assistant, de manière à pouvoir saisir en fait ces notes de frais directement à partir du chatbot que vous avez dans Teams. Donc, il y a un chatbot qui existe. On peut aujourd'hui, avec les agents conversationnels, utiliser le chatbot d'Oracle directement pour aller saisir ces notes de frais via l'application mobile. Maintenant, quand nos clients ont du Microsoft Teams, on a cette capacité à s'interfacer, à interfacer le Digital Assistant directement avec l'agent conversationnel de Teams. Donc, ça permet d'aller télécharger des reçus, d'aller modifier une dépense existante, d'aller consulter l'état des notes de frais, voilà, d'aller faire quelques fonctionnalités de notes de frais via un chatbot, hein, pas forcément l'application mobile. Ça, c'est les connecteurs avec Teams. Et puis, de la même manière, ils ont étendu ce modèle pour que, justement, on puisse utiliser le chatbot de Teams comme un assistant qui va permettre de poser des questions et de demander des conseils sur l'utilisation de certaines fonctionnalités. Donc, tout ce qui était disponible en standard via le Digital Assistant d'Oracle, maintenant peut être directement connecté à ce Digital Assistant disponible avec Teams. Donc, ça fait le lien avec l'OCRisation des reçus? Alors, oui, derrière, il y a un lien parce que derrière, il y a l'application mobile, il y a la gestion des notes de frais et effectivement, normalement, l'application mobile permet de scanner et d'envoyer les reçus dans l'OCR, dans l'outil de reconnaissance intégré. Donc oui, ça fait le lien en fait. Ça permet juste de le saisir à la voix plutôt que d'aller le saisir ou en chat, plutôt que d'aller utiliser l'application mobile pour que ce soit un peu plus simple. Après, c'est des choix sur la mise en œuvre au sein des entreprises. Il y a des entreprises qui préfèrent mettre juste l'application mobile à disposition. Après, il faut voir dans les faits ce qui est le plus simple. Nathalie, excuse-moi, oui. Je te coupe juste pour te dire que M. Ditch, SNCP, nous a rejoint. Bien. Vous êtes Bonjour. Voilà, il y a un écho. Un écho, ouais. Vous êtes plutôt sur côté IT ou côté fonctionnel? Oula, pardon. Je suis côté IT. D'accord. Et mon homologue côté fonctionnel n'a pas pu se connecter parce qu'il avait un imprévu ce matin. Mais voilà. Alors, surtout, n'hésitez pas à intervenir, à poser les questions en direct. On n'est pas très nombreux ce matin, donc n'hésitez pas à poser les questions, Nathalie. Donc, on continue. Donc, sur les notes de frais, encore, ils ont fait pas mal d'évolutions là ces derniers temps sur les notes de frais. Alors, je ne suis pas certaine que nombreux d'entre vous l'aient mises en place. En France, aujourd'hui, je crois qu'on n'a que Ipsos qui l'utilise, le module de notes de frais. En plus de RP Cloud. Sur ces notes de frais, maintenant, ils ont mis beaucoup de détection, de suggestions, de détection, d'identification. Donc, du coup, là, on a une identification, j'ai un peu de mal, automatique de doublons de frais de déplacement. C'est-à-dire que le système va en automatique se rendre compte qu'il y a des frais qui sont en double. Ou qui potentiellement pourraient être en double. Hein. On n'est pas non plus, l'outil n'est pas non plus très assertif. Voilà, il relève ce point d'audit à faire en disant attention, il y a deux notes de frais qui semblent être dupliquées. Alors, normalement, on ne peut pas saisir des notes de frais le même jour, la même date, le même montant, le même fournisseur. Ça, il y a un blocage. Par contre, s'il y a quelques similitudes, quelques points qui diffèrent, l'outil est capable de les détecter et de le mettre en avant sur le pupitre. Donc, alors, à la fois pour l'auditeur, mais surtout pour l'utilisateur, parce que ça peut être des erreurs de saisie aussi à un moment donné. On sait tous, quand on saisit nos notes de frais, que parfois on est un peu perdu, on ne sait plus ce qu'on a passé ou ce qu'on n'a pas passé. Donc voilà, donc l'outil va détecter et il va suggérer, il va dire à l'utilisateur, attention, oui. Non, c'est bon. Attention, il y a deux notes de frais, des frais qui semblent être dupliqués. Donc, à partir de ce message, il y a le bouton Review. On accède directement
aux notes de frais qui sont dupliquées. Donc, on a un accès direct à ces deux notes de frais. Donc là, on a 2 fois 90 € de facture d'Uber. Donc, on a l'utilisateur a la capacité de dire « Ah bah oui, effectivement, c'est un doublon » et il l'efface directement à partir de cette fenêtre et il valide. Donc, il peut directement faire la suppression comme ça à partir de la suggestion de modification. Et puis après, s'il y a déjà une dépense qui a été créée, donc la dépense a déjà été créée, elle a déjà été validée, et puis l'utilisateur, il est en train de la saisir, il la ressaisit de nouveau. Eh bien, le système lui dit, attention, potentiellement, là, tu es en train de la faire en double. Hein. Donc, il y a potentiellement du potential duplicate expense, et donc, il est alerté, et le système lui dit, bah, est-ce que tu veux la garder ou est-ce qu'effectivement c'est un doublon et que tu veux la supprimer. Donc, il y a cette détection de doublons potentiels qui arrive. Après, il y a la partie netting. Alors, c'est dommage qu'il n'y ait pas les personnes d'Auchan et d'ADO puisqu'ils utilisent énormément le netting. Il y a et je pense que peut-être SMCP, vous utilisez le netting. Parce que c'est... Pardon, vous l'utilisez ou pas? Ouais. Oui, on l'utilise. D'accord, bah alors, très bien. Donc, sur le netting, on n'avait pas la capacité de payer des factures dans une devise différente au sein de même campagne de règlement. Donc là, maintenant, ils ont fait évoluer. Donc, du coup, on était obligé de faire des campagnes de netting, de compensation, devise par devise. Et là, ils ont fait évoluer les accords de compensation pour qu'on puisse dire pour tel fournisseur, donc là, typiquement pour un fournisseur, je crée un accord de compensation. Cet accord de compensation, eh bien, je vais lui dire qu'il va prendre, soit il utilise une devise, que la devise de la facture et il paye en devise de facture, soit je lui dis tu prends toutes les factures multi-devises et tu les règles dans telle devise. Donc ça, c'est la nouveauté sur le netting qui était plutôt attendue, parce que ça permet de faire beaucoup moins d'accords de compensation. Maintenant, on globalise et on définit la devise de règlement. Donc, à partir de là, le système, voilà, quand on lance la campagne de règlement, quand on définit le netting, on lui dit le type de conversion qu'il faut qu'il prenne, le type de devise, de conversion de devise qu'il faut qu'il prenne, la date de conversion pour lancer effectivement la campagne de règlement. Donc voilà, et donc c'est pré-rempli au moment où on lance la campagne de règlement et ça génère les paiements et ça gère du coup le multi-devise. Donc ça, c'était une fonctionnalité plutôt attendue sur le netting. On avait effectivement un moyen de contournement et puis voilà, maintenant on peut le faire en standard. Donc sur la taxe. Sur la taxe, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée, qui est Enable Final Data Validation ou Enable Suite Process. Donc, cette fonctionnalité sur la déclaration de TVA va permettre d'alerter les utilisateurs sur les transactions qui potentiellement ont été modifiées après qu'on ait lancé le traitement de TVA. Normalement, ce n'est pas possible. Normalement, dans un pilotage de clôture, lorsqu'on pilote la clôture, on a bien des tâches qui font qu'on lance la TVA juste une fois qu'on s'est assuré que tout était clôturé, qu'on avait bien passé toutes les écritures. Néanmoins, on n'est jamais à l'abri d'une écriture inattendue qui à un moment donné va passer alors qu'on a lancé le traitement de taxe. Et du coup, le système permet d'autoriser à déclarer, soit à faire il y a un rapport d'audit qui sort et qui dit, voilà, ces transactions, elles ne sont pas rentrées dans la déclaration de TVA. Et si vous avez activé le suite process, du coup, le système va non seulement vous les identifier, ces déclarations qui n'ont pas été ramassées par le process, mais il va vous les déclarer sur la période fiscale suivante. Voilà, il les prend en compte, il les tag, il les passe pour la déclaration de TVA suivante. Donc, tout est audité, tout est analysé et va sortir dans des rapports d'audit. Donc, il y a pas mal de détails sur le site sur cette partie-là. Après, une nouvelle fonctionnalité sur la partie GL. Sur la partie GL, on a la capacité maintenant de définir en standard les catégories de journaux qu'on veut utiliser
qu'on veut utiliser juste en spreadsheet, juste en import automatique. Il y a des fonctionnalités qu'on ne souhaite pas qui soient utilisées, des journaux. On ne souhaite pas que ces journaux soient utilisés dans GL sur des entrées, des saisies manuelles. Donc, on a la capacité, lorsqu'on crée la catégorie de journal, de dire je veux l'exclure de ma saisie manuelle. Ce qui fait que là, du coup, on a dit la partie, le journal adjustment, on l'exclut, on ne pourra pas saisir en manuel. Donc, lorsqu'on se connecte et qu'on veut essayer de saisir en manuel et qu'on cherche, donc vous voyez ici, on n'a pas adjustment, on a adjust, retirement et addition, mais on n'a pas adjustment tout court parce que ce journal, il a été exclu de la saisie manuelle. Donc, là, on est en écran de saisie manuelle, on ne l'a pas. Si on ouvre la spreadsheet, par contre, on va avoir des catégories qui sont des catégories de journaux exclusives, enfin, qui sont utilisables en automatique via des imports. Donc, un peu de, voilà, ils ont étendu la classification, on va dire, des codes journaux en standard et en automatique. Derrière, une autre fonctionnalité, lorsqu'on fait des recherches dans la comptabilité générale, lorsqu'on est sur des recherches de journaux, d'écriture, on a des critères de recherche et on a la possibilité, souvenez-vous, quand vous lancez une recherche, que vous définissez vos critères, que vous appuyez sur le bouton Search, les critères disparaissaient de l'écran. On avait le résultat en bas, on se retrouve avec tout le résultat, mais on n'a plus les critères visibles. Maintenant, on a la capacité de dire, eh bien, lorsque je fais une recherche sur des journaux d'écriture, eh bien, je veux que tout le détail de mes recherches soit, mes critères de recherche restent à l'écran. Voilà, c'est une petite fonctionnalité qui est juste une coche à mettre pour toujours avoir ces différents critères visibles et pouvoir jouer aussi avec les critères au fur et à mesure où on analyse les écritures. Autre fonctionnalité, les intercos. Alors, lorsqu'on utilisait la saisie des intercos automatiques, le transfert des intercos automatiques dans ERP Cloud, hein, on a la capacité, souvenez-vous, de générer en automatique les factures clients et les factures fournisseurs et d'aller les comptabiliser à la fois dans l'entité émettrice et dans l'entité réceptrice. Donc, c'est un modèle qui marche très bien. En plus, on a capacité de faire des factures récurrentes via Allocation Manager pour les envoyer dans les intercos, pour les gérer dans le cycle d'interco. Par contre, il manquait une petite chose, c'était l'utilisation des fameux CUF. Alors, j'ai mis le CUF, ça parle, je pense que ça parle à beaucoup d'entre vous. Donc, ces champs utilisateurs flexibles qui permettent de personnaliser les écrans et d'aller enrichir les écrans hein, sur les en-têtes de factures, sur le détail des factures, sur les lignes de distribution. On peut rajouter des champs utilisateurs flexibles un peu partout. Je vous rappelle que l'intérêt de ces champs utilisateurs flexibles, c'est que dans ERP Cloud, ils sont requêtables en BI. Lorsque vous les créez, vous avez cette capacité à dire « je veux que ce soit un champ de la BI » et automatiquement, il se transforme en champ dans la BI et vous pouvez faire des rapports d'analyse basés sur ces CUF. Ça permet de vous mettre, de rajouter des dimensions, des informations complémentaires sur vos factures qui vont être des informations complémentaires en dehors des axes d'analyse, des axes analytiques comme la source de la facture, comme voilà, enfin, un certain nombre d'informations en plus. Donc ces CUF, on ne pouvait pas les transférer. Lorsqu'il y avait ce transfert de factures AR vers Payables, ce transfert des flux interco, en fait, le système ne ramassait pas les CUF, il n'était pas en mesure de les envoyer. Et maintenant, du coup, de manière réciproque, on va dire, hein, de porter toute cette information au sein de l'entreprise, du groupe, on va dire, à la fois sur l'émetteur et sur le récepteur. Donc voilà, maintenant ça c'est chose faite. Donc on peut envoyer les CUF et les véhiculer tout au long du cycle interco. Pareil, sur la partie workflow, notification de workflow, on a le workflow, lorsqu'on notifie des workflows, on a des notifications de workflow payables. Ces notifications arrivent soit par email, soit directement dans l'application. Donc, vous allez pouvoir les personnaliser maintenant, les modifier, les notifications qui vont être envoyées par email, en choisissant
Vraiment, il y a une liste complète d'attributs qui ont été mis en place pour modifier toutes ces modifications. La mise en page, le contenu, l'ajout d'images, le changement de couleur de style, la suppression d'attributs, la modification du texte. Donc tout ça, c'était déjà disponible. Par contre, en 21B, ce qu'ils ont modifié, c'est qu'ils ont inclus la capacité d'aller importer aussi toute la notion de CUF. Donc, tous ces fameux champs utilisateurs flexibles que vous allez avoir créés dans vos factures payables, donc des champs complémentaires pour enrichir la facture, eh bien, lorsque on envoie la notification pour la validation, l'approbation de cette facture, ben, ces CUF sont véhiculés dans la notification. Vous avez la possibilité de les rajouter dans le corps du mail ou dans la notification qui arrive dans l'application. Une autre fonctionnalité sur la partie facture avec retenue de garantie dans Payables. Donc, depuis la 21A, effectivement, maintenant, on a une fonctionnalité standard de retenue de garantie qui a été introduite. Mais le problème dans cette version, c'est que les taxes étaient calculées sur le montant net. Donc, le montant de la facture brute moins la retenue de garantie. Au niveau de la taxe, ça posait un petit problème. Du coup, donc en automatique, ça fonctionnait comme ça. Du coup, il fallait le refaire en manuel pour avoir le bon calcul de taxe. Donc maintenant, on peut activer la capacité. Donc c'est une case dans le setup de la taxe qui dit, ben, lorsque j'ai des retenues de garantie, je calcule ma taxe uniquement sur le montant brut de la facture avant déduction de la retenue de garantie. Puisque la retenue de garantie, finalement, normalement, ce n'est pas assujetti à la TVA, c'est juste un montant qu'on va retenir sur une facture. Donc voilà, il y a 2 règles de taxes différentes qui s'appliquent et du coup, on peut utiliser cette fonctionnalité standard pour bien différencier du coup le montant brut du montant de retenue de garantie et calculer la TVA. Alors, la Data Security for Collaboration Document, ils ont enrichi la partie accès sécurisé au message dans le cadre du B2B, de l'espace de travail pour les documents, à savoir les factures, les avoirs, les rejets de factures. Et ils ont restreint la sécurité aux responsables des comptabilités fournisseurs, aux superviseurs de la compta ou aux superviseurs des factures. Ça commence à introduire une notion et on y viendra à la fin. Il y a une réforme qui va arriver en France au 1er janvier 2023 sur la facturation B2B et la nécessité d'aller déposer ces factures sur un portail sécurisé qui sera Chorus ou qui sera un portail tiers, de manière à ce que l'État puisse contrôler toutes les factures et renvoyer avant dans le cadre des échanges B2B. Donc c'est ce qui se passe déjà en Italie, hein, ça a déjà été fait là-bas, c'est en Pologne aussi, je crois qu'ils sont en train de le mettre en place, au Brésil, et du coup voilà, bon, bah, ça arrive en France, donc on a une petite session, je vous dirai la date à la fin, qui va présenter cette partie-là. Donc nous, on commence à mettre en place tous les champs dans l'ERP. On travaille avec le ministère des Finances, on fait partie des éditeurs qui sont consultés sur la mise en œuvre de cette solution. L'impact n'est pas neutre parce que lorsque vous allez aller poster des factures sur un portail, tout le cycle de vie de la facture doit être suivi dans votre ERP. C'est-à-dire que si la facture elle a été rejetée du portail, Chorus par exemple, hein, si elle est rejetée du portail, eh bien vous devez avoir la notification stockée sur votre espace, sur votre facture. Vous devez importer le rejet et le code de rejet. Voilà. Donc, tous ces messages, cette collaboration autour du message, tout ça, là, les champs arrivent et on commence à sécuriser toute cette partie-là par rôle pour que ce ne soit pas visible de tout le monde, puisque ça n'intéresse pas forcément tout le monde d'aller consulter ce qui se passe sur ces messages, sur les rejets, les demandes d'avoir et tout ça qui sont en phase, ou les acceptations ou les paiements des factures. Donc, toute cette notion de statut, en fait, sur ce portail d'échange B2B, voilà, on apporte de la sécurité autour de ça. Alors,
Sur la partie Payables, il y a une petite fonctionnalité qui est toute petite en bas. Vous voyez ça, c'est le fait de pouvoir aller avoir un total. Donc, lorsque vous allez faire du lettrage de votre facture, des lignes de facture avec les commandes, eh bien, au fur et à mesure que vous sélectionnez des lignes de commande avec des quantités, eh bien, il y a un petit compteur qui va vous mettre en évidence le total que vous avez prélettré en fait avant que vous puissiez le valider et sortir de cette fenêtre de lettrage. Donc, ça fait partie des demandes d'évolution qui avaient été faites sur le lettrage, parce qu'à un moment donné, on disait, c'est bien, mon lettre à vue, quoi. On n'a pas ce petit compteur là qui nous indique à combien on en est de notre lettrage. Donc voilà, ils ont rajouté cette fonctionnalité. Donc encore une fois, hein, c'est des idées, c'est des fonctionnalités qui ont été remontées via Customer Connect. On en a parlé la dernière fois, c'est important de travailler, de porter des idées et de faire des demandes d'évolution qui sont likées un peu par tous les clients et qui sont vues par le dev sur cette plateforme collaborative. Payables, Supplier Invoice Import, voilà, le requester email adresse. Alors, ils ont changé cette partie sur l'import, lorsqu'on importe des factures fournisseurs ou lorsqu'on va saisir des factures fournisseurs. Le requester, avant, c'était un nom d'utilisateur. Maintenant, ils ont changé le format, donc c'est une fonctionnalité qui est optionnel, hein, mais comme chaque utilisateur, la seule chose qui différencie les utilisateurs, c'est l'adresse électronique. Moi, je vois chez nous, on a par exemple Marie Garcia, ma collègue, eh bien, il y a 3 Marie Garcia chez Oracle. Ce qui les différencie, c'est leur adresse électronique qui est un peu différente. Et du coup, eh bien, lorsqu'on se retrouve sur la facture fournisseur, eh bien, si le requester c'est Marie Garcia, si c'est l'adresse mail, on a la certitude qu'on a la bonne personne en termes de requester, parce que si on a Marie Garcia et qu'il y en a 3 dans l'entreprise, ça ne va pas être très simple d'aller trouver laquelle a été la bonne initiatrice de la demande d'achat pour cette facture. Donc voilà, ils ont changé cette fonctionnalité, donc on prend en charge maintenant dans les factures, soit en ADFDI, soit en FBDI et même en format saisie manuelle, donc cette partie adresse mail du requester. Et effectivement, on peut aussi, si dans la spreadsheet qui permet de réimporter des modifications de factures, on peut effectivement, ou de correction de factures rejetées, ils ont rajouté le champ. Donc du coup, dans les imports, ils l'ont rajouté partout, le format de ce champ, de manière à ce qu'on puisse l'importer et que ce soit uniformisé. Sur la campagne de règlement, ils ont inséré une fonctionnalité qui permet de créer les règlements fournisseurs, de faire toutes les campagnes en lot et sans avoir à soumettre manuellement la tâche de formatage. Avant, ça s'arrêtait et pour le formatage, il fallait lancer la tâche de formatage, même si on lançait une campagne de règlement en automatique. Maintenant, on a la capacité de soumettre pour plusieurs batchs automatiquement toute cette tâche de formatage. Donc, la partie maintenant intégration de règlement client. Alors, c'est des noms barbares pour moi, hein. Le SOAP service, spreadsheet, ça va, je sais ce que c'est, mais par contre, voilà, les SOAP services, donc je suppose que c'est ces appels de web service qu'on doit avoir pour aller importer en automatique les règlements clients. Donc, derrière ces règlements clients, on a un processus de lettrage automatique avec du scoring. Donc, ils ont fait évoluer ce fichier de règlement et d'import de règlement de manière à pouvoir inclure pas mal de champs complémentaires. Donc, je vous ai mis quelques champs complémentaires qui ont été insérés dans ce fichier d'import de règlement client. C'est des champs que vous pourrez utiliser ou pas et qui pourront vous aider aussi à améliorer toute la finesse du lettrage automatique sur ces campagnes de règlement. Et puis, il y a bien d'autres champs. Alors, ça ne tenait pas sur une page, il y en a énormément. Donc, allez voir cette documentation en ligne. Vous aurez effectivement tous les détails de cette partie client. On va pouvoir, de la même manière que sur les lettres de relance,
où on a en 21A déjà amélioré la capacité à envoyer des lettres de relance par email et à définir le corps de l'email d'envoi de cette lettre de relance. Pour les factures, l'envoi des transactions par mail, des factures clients, on a la capacité effectivement d'enrichir le mail, d'utiliser différentes polices, de modifier la taille, le style de caractère et d'insérer des logos et des hyperliens sur la feuille d'accompagnement qui va transmettre les transactions par mail. Donc, si vous décidez d'envoyer toutes vos factures clients par email, maintenant, on a quasi en standard cette fonctionnalité de complètement personnaliser l'email d'accompagnement. Sur la partie SLA, sur la partie Subledger Accounting, donc l'interpréteur comptable qui est entre la comptabilité auxiliaire et la comptabilité générale, ils ont mis à disposition une analyse qui va permettre, un état d'analyse qui va permettre de déterminer si les règles ont été utilisées. Donc, c'est toute la piste d'audit autour des règles. Comment elle a été configurée, est-ce qu'il y a des exceptions liées à cette règle? Donc, voilà, c'est vraiment un état d'analyse, c'est une page qui va vous permettre d'aller analyser toutes les écritures comptables et de les revoir à partir des écritures SLA. Donc, c'est vraiment un 360, une piste d'audit complète pour aller à la fois aussi gérer vos erreurs qui ont été générées, les erreurs de comptabilisation à partir des écritures qui ont été embarquées par ce SLA. Donc voilà, pas mal d'analyses. Donc j'ai analyse avec un Z et je vois qu'il y a des coquilles. Donc toute une analyse qui permet d'avoir vraiment cette vision 360, tout ce qui se passe autour d'une écriture, des règles d'écriture comptable utilisées dans l'interpréteur comptable intégré dans l'ERP. Donc c'est vraiment voilà, c'est la manière dont ça va se générer. Donc là, on a effectivement, à partir de ce masque d'analyse d'une écriture, donc on va aller analyser une écriture. Cette écriture, on voit que la règle appliquée, c'est liability basique. Et du coup, on va pouvoir aller un cran plus loin, voir comment elle a été appliquée et voir quelles erreurs vont être, s'il y a des erreurs, de voir ces erreurs directement à partir d'un écran d'analyse. Et puis, ça sort aussi en état d'analyse derrière en état BI. L'intérêt, c'est vraiment d'aller pister tous les problèmes. Lorsque vous mettez à jour vos règles SLA, c'est vraiment d'aller pister l'intégralité des modifications que vous allez faire. Je vois qu'il faut que j'accélère, il me reste 15 minutes. Sur les supporting références aussi, ils ont inséré la capacité d'utiliser des spreadsheets pour aller modifier et ajuster les supporting références. Les supporting références, ce sont ces références cachées qu'on va pouvoir embarquer grâce à l'interpréteur comptable et qui vont permettre d'être requêtés en BI. Donc, on a des clients qui, dans les supporting références, donc je pense à SMCP notamment, vous utilisez Accounting Hub pour importer vos données de magasin dans l'ERP, dans le GL. Eh bien, vous pouvez importer des informations complémentaires dans les supporting références, comme par exemple tout ce qui est lié aux marchandises vendues, hein, le stock, le fournisseur initial, le nom de l'article, la taille, tout ça, ça peut être mis dans des supporting références, donc des références cachées au moment de l'import par l'interpréteur comptable. Et l'intérêt, c'est que ça peut être requêtable en BI derrière. Donc, on a des clients qui mettent des notions de tiers aussi dans leur supporting référence lorsqu'ils importent leurs journaux, de manière à pouvoir faire du requêtage BI sur le domaine GL avec cette notion de tiers. Ça permet je me permets, parce que ça, en fait, on avait un souci pour le rapprochement justement de nos ventes, hein, comme vous disiez, Accounting Hub pour remonter les ventes et faire le rapprochement des ventes. On y arrivait au niveau de SLA. En revanche, dans GL, on perdait des informations. On avait un niveau d'information trop faible pour faire la réconciliation bancaire avec dans VBank. Et justement, vous savez si ça, justement, on va pouvoir les utiliser dans GL pour les pousser dans le module de rapprochement bancaire
En fait, le module de rapprochement bancaire, il n'utilise pas les supporting références. Pour moi, il n'utilise pas. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut jouer dans votre libellé. Essayez de jouer avec le libellé parce que le Counting Hub ou le SLA, il a la capacité à personnaliser tout le libellé de l'écriture. Et ça, c'est là-dessus que vous allez aussi pouvoir jouer. Vous allez pouvoir mettre des informations dans votre libellé d'écriture qui vont vous permettre d'optimiser votre rapprochement bancaire. Essayez d'étudier cette possibilité, de regarder comment... On a travaillé cette possibilité, mais c'est vrai qu'on arrive à la limite du libellé, en fait, dont on sert aussi pour le rapprochement au niveau SLA, au niveau GN. Et après, en fait, on n'arrive pas à avoir assez d'informations. Mais je prends quand même le point. Vous pouvez m'envoyer un mail sur ce sujet? Oui. Nathalie. Parce que je pense que vous n'avez pas mes coordonnées. LORIEN, nathalie.lorien@oracle.com. Et je vais demander au dev s'il n'a pas une astuce par rapport à ça. Envoyez-moi le problème avec un peu de détail. Et je vais contacter le dev qui est en charge du rapprochement bancaire parce qu'il c'est vraiment une équipe. Le rapprochement bancaire, ils avaient vraiment mis le paquet sur cette partie-là. Il y a une équipe qui est très, très pointue là-dessus aux US et qui communique pas mal. Donc, je vais essayer de les contacter. D'accord, parce qu'on avait déjà fait le point avec Oracle il y a à peu près 8 mois, je dirais. Ouais. Et à l'époque, on est arrivé à... Bon, on va essayer. Je vous fais un mail. Envoyez-moi ça, je vais m'en charger. Ça bouge très vite. Vous voyez, là, on a quand même... Je n'aurai pas le temps de vous montrer toutes les fonctionnalités qui sont arrivées, mais il y a beaucoup de choses qui arrivent tous les trimestres, des évolutions, et peut-être qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle solution pour adresser ce point-là. Envoyez-moi le point, je vais regarder. Donc, supporting référence, donc fichier spreadsheet qui permet du coup, vous voyez, ça va permettre d'aller ouvrir une spreadsheet dans lequel on va pouvoir jouer sur les supporting références, rajouter effectivement, les supporting références sont là. Donc là, il y a des références complémentaires. Eh bien, on va pouvoir aller les modifier. Puis l'intérêt, c'est que du coup, il y a automatiquement cette feuille de calcul, elle génère des lignes de contrepartie et elle fait en sorte que tout soit équilibré. On ne va rien déséquilibrer sur les supporting références parce que le danger, ça pourrait être quand on va toucher une supporting référence, de ne pas bien équilibrer l'écriture de modification et puis d'aller fausser en fait notre reporting derrière. Donc, le système gère cette partie aussi en automatique de contrepartie et d'équilibrage. Et puis surtout, il y a une piste d'audit. C'est que, voilà, on va aller voir à un moment donné, il y a un journal qui est créé et ce journal va dire, il y a tel user qui a modifié les supporting références. C'est l'écriture de modification des supporting références et le détail se trouve sur cette partie. Donc, cette partie masquée, c'est de cette manière dont on les voit lorsqu'on est en consultation à l'écran. C'est ces petites références cachées qui aident à faire pas mal de requêtage. Cette console de transaction du workflow, je vais passer vite fait, mais c'est une nouvelle console qui est apparue en 19D, donc je pense que vous l'avez déjà utilisée, qui permet d'aller regarder ce qui se passe sur les workflows au niveau des transactions, s'il y a et donc à partir de gestion de transactions de workflow. Donc sur cette console, on peut aller voir ce qui se passe, s'il y a des blocages et puis s'il y a un problème. Voilà, s'il y a une tâche de workflow qui échoue, on va pouvoir directement à partir de ce workflow, de cette console, aller modifier, consulter la description du log, le log et la description du problème qu'on a au niveau du workflow et puis consulter la résolution qui a été mise en œuvre et puis directement relancer la validation de ce workflow. C'est vraiment un pupitre qui va permettre de gérer toutes les règles. Et puis voilà, donc à partir d'une résolution, vous allez pouvoir réouvrir et relancer et modifier votre règle workflow et puis retester et relancer la transaction, le workflow de la transaction pour voir s'il passe. Et puis surtout, on peut télécharger toutes ces règles, toutes ces données au format CSV. Ils ont mis cette nouvelle fonctionnalité de téléchargement. Donc voilà, on peut faire des searches sur
ce qui est en hold, ce qui est bloqué, et puis travailler directement à partir de ce pupitre. Donc, quelques copies d'écran que je vous ai mis sur cette console. Aussi, de la même manière, on va pouvoir aller personnaliser les alertes sur l'initiateur. Si une personne initie un workflow d'approbation et qu'il y a un problème, il va être alerté qu'il y a une erreur sur ce workflow d'approbation sur la règle qui a été mise en œuvre. Voilà. Il reste 5 minutes. Ouais, j'ai vu. J'ai presque fini, voilà. Et du coup, il va recevoir une notification qui lui explique ce qui se passe sur son workflow et qu'il y a un problème. Donc, rapidement sur la partie procurement, là, c'est un extract des 4 fonctionnalités majeures qui ont été livrées. On peut maintenant aller... j'ai pas traduit cette partie-là. On peut maintenant aller mettre directement, lorsqu'on fait une demande d'achat, renseigner manuellement le lieu de livraison, ce qui n'était pas possible. On peut décliner précisément le lieu de livraison et qui va être repris sur toute la demande d'achat. On peut aller, lorsqu'on consulte une PO, voir les conditions générales et tout ce qui a été rajouté. En fait, si vous faites des compléments sur vos contrats avec les fournisseurs, vous allez pouvoir voir ces terms and conditions et ces modifications qui ont été faites directement à partir de la PO. Vous avez cette possibilité d'aller voir tous les terms and conditions sur l'APO qui a été générée dans le système, donc tout le lien avec la gestion du contrat fournisseur. De la même manière qu'on a rajouté l'email adresse pour les requesters, on va pouvoir aussi spécifier des adresses email, mettre des adresses email spécifiques par site pour aller envoyer les commandes aux fournisseurs. Donc, c'est un peu de paramétrage à faire pour l'activer. Et donc, voilà. Et ça apparaît sur les bons de commande. Et puis, ça, c'est pour la partie sourcing. Pour la partie sourcing, on a maintenant la possibilité de définir des réductions, des réductions différentes, en fait, des pourcentages de réduction par ligne, alors qu'avant, ce n'était pas possible, c'était de manière globale. Donc, on peut travailler, le fournisseur va pouvoir travailler directement sur cette partie ligne à ligne. Voilà. Un petit rappel sur les liens pour aller voir le détail de tout ça. Donc, il doit manquer 2-3 fonctionnalités que je ne vous ai pas présentées qui sont vraiment dans le guide. Mais globalement, sur la partie finance, j'ai tout repris, sauf la partie joint venture parce que personne ne l'a mise en œuvre chez vous, cette fonctionnalité. Et puis, lease management, il y a aussi pas mal d'évolutions qui ont été faites dans le module A7 pour permettre justement la gestion en standard de l'IFRS 16 et ils ont rajouté un certain nombre de champs. Donc, je vous ai rappelé aussi le lien vers Customer Connect pour aller poster vos idées. Et puis, donc questions-réponses, on va y venir, mais je vais m'arrêter de parler pour vous laisser me poser des questions si vous en avez quelques-unes. Le jeudi 20 mai, on organise une session avec Jacques Boucher, qui est le Product Strategist chez nous. Il fait partie de la localisation de l'équipe VP de localisation. Et il travaille avec les éditeurs sur la place en France sur les impacts de l'e-invoicing. Et il travaille dans un groupe de travail pour faire des préconisations à la direction financière de l'État, à la DFIG. Pour justement la mise en place de cet e-invoicing. Donc, j'ai demandé à Jacques de venir vous présenter les impacts que ça va avoir au 1er janvier 2023 dans le cadre de la facturation B2B et comment Oracle va répondre à cette problématique puisqu'on va y répondre en standard dans le RP Cloud. Donc, il viendra vous dévoiler un peu le statut des échanges qu'il a avec la direction des finances aujourd'hui en France, avec Bercy, où ils en sont et le calendrier de mise en œuvre progressive et l'impact que ça aura dans ERP Cloud pour vous. Et puis dans Ibiz, et puis dans JDE, et puis dans PeopleSoft aussi. Donc, on va élargir le public pour cette session. Et puis, moi, je vous redonne rendez-vous le 8 juillet pour vous faire une petite overview de ce qui va arriver en 21C. Donc, juste avant les vacances d'été, voilà.
Donc, je vous referai une petite présentation sous le même format. Donc, est-ce que vous avez des questions? Merci Nathalie, merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée.